MKG Insights. Après la crise, comment se porte le secteur hôtelier? Présenté par Adrien Lanotte, Senior Analyst, MKG Consulting. Bien, bonjour à tous, ravi de vous retrouver ce matin. Alors on a eu un éclairage brillant par Christophe Barrault et puis Vangelis sur le côté macro. On a eu les tendances B2C à l'instant avec Le Bon Coin. Moi, ce dont j'avais envie de vous parler ce matin, c'est notre secteur, l'hospitality. C'est quoi l'état des lieux? Où est-ce qu'on en est? Et quelles sont nos perspectives à court et moyen terme? C'est ce dont on va parler ce matin. Et puis, on échangera un petit peu plus sur le volet stratégie de plus long terme cet après-midi. Alors, déjà, pour commencer, la question, c'est où est-ce qu'on en est? Si on fait l'état des lieux d'un point de vue global, mondial, alors tout à l'heure, vous avez pu voir un petit peu les tendances en termes de PIB. Évidemment, les dynamiques ont été assez différentes dans notre secteur, qui a été l'un des plus directement impactés par la crise Covid. Alors, je ne vais pas revenir sur les cycles passés, l'entrée plus rapide de la Chine, etc., ce qu'on avait vu l'an dernier. Et puis, vous vous souvenez peut-être, en ce même lieu, pour les quelques-uns d'entre vous qui avaient pu être présents, on venait dans une situation où, avec Sébastien Maquet nous en faisait part, on avait la Golden Week en Chine, qui venait de faire revenir la Chine à des niveaux d'activité comparables à ce qui était avant Covid. Ça, c'est à la même période l'an dernier, juste avant que, comme vous le savez, on entre dans le cycle que l'on a connu, avec tout au long du premier semestre 2022 une activité encore très dégradée partout en Europe. Aux États-Unis, un repli, mais qui a été finalement plus modéré, avec une approche moins ferme, on va dire. La Chine, qui, elle, était déjà très en avance sur sa reprise, dès 2022, avec des étiages plutôt de l'ordre de moins 10% en termes de fréquentation par rapport à l'avant-Covid, donc pas du tout les ampleurs que nous, on a pu connaître. Ça, c'est sur le début d'année. Maintenant, si on regarde ces dernières semaines, les tendances ont été vraiment différentes. Comme on l'a vu, effectivement, on constate une accélération de l'Europe. C'est le cas d'un point de vue macro, c'est le cas d'un point de vue hospitality. On voit que le déficit d'occupation, enfin le déficit de fréquentation, vous voyez exprimé en pourcentage ici, pas en points, mais ce déficit, il s'est résorbé à grosso modo un quart seulement, à un niveau qui correspond à peu près à les trois quarts de ce qu'on avait avant Covid au cours de l'été. À l'inverse, et on retrouve ce dont on a parlé à l'instant, avec une plongée un petit peu inattendue de la Chine lors de la mise en place de ces restrictions. Ça, c'était sur l'été. Si on prolonge sur ces quelques semaines début septembre, on voit quand même que ça tend plutôt à se normaliser sur la Chine, que l'Europe, elle aussi, prolonge. Alors là, c'est plus difficile d'enclencher le rebond, de continuer sur une tendance haussière à court terme, parce que septembre, c'est un mois extrêmement fort d'habitude. Ce qu'il faut bien voir, c'est que quand là, on dit moins 10% aux États-Unis, en 2019, en septembre, aux États-Unis, on était à 67% de TO. En Europe, on était quasiment à 80%. Donc évidemment, retrouver les 80, en fait, tout le monde est peu ou prou aux alentours de 60, sauf que ça correspond à une baisse relative qui, sur le continent américain, est plus modérée que chez nous, qui étions habitués à des standards plus importants. Alors ça, c'est sur l'état des lieux d'un point de vue général. Je ne vais pas m'étendre sur ce sujet parce qu'on reviendra dessus cet après-midi, mais ce qui est intéressant déjà, c'est de se dire, tiens, on a eu finalement les mêmes dynamiques qui se sont retranscrites en termes de valorisation boursière. Si vous regardez les différents, donc ici vous avez sur ce graphe les tendances qui concernent les 12 premiers groupes hôteliers mondiaux avec leur nationalité, et vous voyez que les acteurs chinois comme Jinjiang, Huazhu ou Greentree ou d'autres avaient repris en termes de valorisation financière et économique bien plus précocement, suivi par les États-Unis et l'Europe, qui est un petit peu en retard, mais qui est en train de remonter petit à petit, là où, à l'inverse, on a un tassement un petit peu côté Chine ou États-Unis. Ça, c'est sur le volet financier, mais on viendra dessus plus longuement cet après-midi. Si on regarde toujours en termes de tendance, l'un des fondamentaux, évidemment, comme ça a été évoqué, c'est la dynamique avancée de la vaccination. Dans le monde aujourd'hui, on a 44% des gens vaccinés. Donc, on est sur des niveaux qui ne nous garantissent pas encore qu'effectivement, on n'ait pas des nouveaux variants, des choses qui invitent à la prudence qu'évoquait Christophe. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en Europe, on est sur des étiages qui vont de 67% en Allemagne à 88% au Portugal. Donc, grosso modo,
on a les 3/4 de nos populations qui sont vaccinées, tout particulièrement dans les pays clés tels que l'Italie, la France, UK, etc. Donc, on est plutôt à un bon niveau en France, en Europe, comparable à la Chine, et même un petit peu maintenant devant les États-Unis, qui pourtant avaient beaucoup d'avance en ce domaine. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que maintenant que les pays dits développés, enfin les principaux pays de la triade, ont atteint des niveaux de vaccination intéressants, on voit une vraie accélération. Vous voyez ici sur cette courbe, j'ai mis l'accent uniquement sur les premiers vaccinés, donc ceux qui n'ont pas encore eu leur deuxième dose. Et on voit bien l'accélération importante qui est en cours sur les grands émergents, tels que le Brésil, la Turquie, le Mexique, l'Inde, puis quelques pays développés qui étaient un petit peu moins avancés, tels que le Japon. Mais voilà, en tout cas, là, on a une deuxième vague, cette fois-ci positive, de vaccination dans les grands émergents. Donc ça, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'à assez court, moyen terme, on va retrouver des sources de clientèle qui nous échappaient depuis assez longtemps. Donc ça, c'est sur l'état de la vaccination. La conséquence, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est qu'on s'est rapproché quand même de manière significative de nos taux d'occupation, sans aller jusqu'à la comparaison avec 2019, qui était une année excellente. Si on regarde par rapport à la moyenne de la décennie passée, on est revenu à un écart de, grosso modo, 15 points, si on regarde en valeur absolue là, ces dernières semaines, en Europe. Maintenant, quand on dit en Europe, on ne parle pas de la même chose partout. Vous voyez ici sur cette courbe les différents pays qui sont représentés. Et en fait, le corridor dans lequel on se situe est extrêmement large. Si on prend, et c'est une bonne nouvelle pour vous ici présents, c'est que la France, c'est le premier pays. Pour le coup, en termes de rattrapage, de reprise, c'est le marché qui a le leadership de la reprise en Europe, pour différentes raisons sur lesquelles on viendra, notamment la part de clientèle domestique, etc. À l'inverse, donc si vous prenez par exemple le mois d'août, qui est le cas le plus extrême peut-être, là où en France, on était sur des étiages de moins 12-13% à l'échelon national en termes de RevPAR, des pays comme, à l'inverse, la République tchèque, beaucoup plus dépendants de clientèle internationale, étaient encore à 1/3 de leur activité normale. Entre ces situations, on a plusieurs graduations. On l'a vu beaucoup l'an dernier, donc je ne vais pas revenir longuement sur le sujet, mais l'un des facteurs clés, c'est évidemment la composante de clientèle en termes de mix nationalité, domestique, européen, international. Et donc la conséquence logique, c'est que ce sont les marchés domestiques les plus forts qui sont aujourd'hui les plus performants. Ça, on retrouve la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, mais aussi la Pologne, parmi les premiers pays en termes de reprise de pick-up de la demande. Ce qui est intéressant à noter, et qui est nouveau, c'est la reprise plus forte depuis quelques mois à la faveur de l'été dans les pays méditerranéens et dans toute l'Europe du Sud, à travers bien sûr cette reprise qui est drivée par des clientèles loisirs. On reviendra sur le sujet. À l'inverse, on est encore en retard dans les marchés notamment du Benelux et plus largement dans tous les marchés. Alors on vous a placé ici la République tchèque, mais même chose pour Hongrie et tous les pays d'Europe, beaucoup des pays d'Europe centrale et orientale, Pologne exceptée. Tous les pays qui sont plus dépendants de l'international, et y compris intra-européenne pour leur demande hôtelière, sont encore en repli en termes de reprise. Donc si on fait un état des lieux à date, on voit que, évidemment, on vient de tendances qui ont été très négatives sur le début d'année. Mais si vous voyez la courbe en bleu ciel qui représente la tendance en août, on voit qu'on a une vraie inflexion au cours des dernières semaines, avec notamment des marchés qui ont été longtemps en difficulté, qui s'améliorent notablement, typiquement l'Italie, la Grèce, mais aussi la Pologne, donc différents profils. On est dans un marché de contraste, dans le monde entre les continents, en Europe entre les pays, mais aussi au sein même, et peut-être même surtout, au sein même des pays. Vous avez ici placé sur ce graphique l'évolution du RevPAR au sein des mêmes pays, mais en segmentant les hôtels en fonction de est-ce qu'ils se trouvent sur le littoral ou dans un autre profil de destination, donc principalement du urbain, du rural, différents profils. Vous voyez qu'en fait, dans les marchés domestiques forts, évidemment ici en France par exemple, vous avez en réalité déjà une dynamique de reprise qui a été enclenchée avec des performances supérieures à l'avant-Covid cet été sur les marchés littoraux, tandis que l'intérieur souffre encore beaucoup plus. La conséquence de ça, c'est qu'on a des contrastes régionaux colossaux. Si vous prenez, toujours sur ce bilan estival qu'on a pu dresser et que vous avez pu voir, des écarts majeurs entre les régions.
C'est le cas en France, bien entendu. On pourrait parler de l'Allemagne aussi. Vous voyez l'essentiel de l'Allemagne de l'Ouest qui était encore entre moins 25 et moins 50% de RevPAR, avec des pôles majeurs, Francfort, Munich, etc. en difficulté. Là où vous avez eu une dynamique même haussière sur le littoral de la mer du Nord. Alors vous n'êtes peut-être pas très nombreux à l'avoir expérimenté par vous-même, mais je vous assure, c'est un marché important pour les clientèles allemandes. C'est une destination. Et on retrouve cette logique de croissance à l'échelle des différents pays. Même chose sur l'Espagne, Madrid, Barcelone encore en repli, et les régions moins exposées à l'international, typiquement la Galice ou autres, qui ont même pu enregistrer des croissances. Ça, c'est sur l'état des lieux. Maintenant, où est-ce qu'on va ? Déjà, première chose à retenir, c'est, vous vous souvenez, c'est les 3 facteurs qui impactent le plus la reprise. C'est d'un côté des clientèles loisirs qui sont déjà largement revenus, qui ont envie de dépenser, qui veulent voyager, etc. Des clientèles business encore plus en retrait. Les clientèles indiv versus groupe et la répartition par origine. On vous a placé sur ce graphique les taux d'occupation mensuels en Europe et la décomposition de cette demande en fonction du profil des clientèles. Donc vous avez en bleu les loisirs individuels et en jaune en bas, vous voyez les groupes affaires et corporate qu'on a rassemblés. Donc ce qu'on voit bien, c'est que la reprise de ces derniers mois, on va dire, a vraiment été portée par le rebond de ces clientèles loisirs individuels. Évidemment, c'est l'été, donc c'est lié. Si on regarde les individuels affaires, ceux qui se déplacent hors de tout cadre corporate, événement ou autre, ce qu'on peut voir, c'est déjà en juin, les premiers signaux n'étaient pas si négatifs et avec quand même une dynamique qui revient, mais on n'a pas retrouvé évidemment les niveaux encore précédents. Donc la question, c'est quand est-ce qu'on va pouvoir y arriver? Et enfin, le gros manque jusqu'à présent, ça a été les groupes business, les corpos et aussi les groupes loisirs, même si leur apport est moins important. Alors, je vais vous demander de faire un petit exercice mental qui ne va peut-être pas être facile pour tout le monde, parce que ce graphique il représente le niveau d'embouteillage dans les grandes villes européennes. Donc, plus il y a d'embouteillage, plus on est content, parce que ça signifie que l'activité économique locale a repris. Donc, essayez de changer le mode de raisonnement habituel sur cette lecture. Ce qu'on voit, vous voyez tout à droite de la courbe, on voit que sur les toutes dernières semaines, 3e semaine de septembre, le trafic routier a fortement repris. Alors évidemment, en Europe, vous avez des effets de report modal des transports en commun vers la route, mais on voit quand même, c'est quand même un indicateur avancé qui est plutôt favorable sur la reprise les gens reviennent au travail. Ce qui est intéressant, petite parenthèse, c'est la comparaison avec l'Amérique du Nord, où on a été, vous voyez que sur l'an dernier, en 2020, en Europe, on avait eu déjà un peu cette reprise, puis le plongeon à nouveau dans le cadre des fermetures. En Amérique du Nord, on est resté sur des tendances très dégradées, avec vraiment des logiques de travail à distance qui se sont installées dans la durée encore plus que chez nous, et des gens qui avaient un peu quitté les grandes métropoles, qui d'habitude sont le moteur de l'activité hôtelière. Mais la même chose, New York, ça y est, c'est en train de revenir à des niveaux comparables. San Francisco, on n'y est pas encore, mais on est quand même sur des étiages qui sont un peu plus raisonnables. Donc la question, c'est comment ça se traduit, ce retour ou non des clientèles business dans l'hôtellerie. Ici, on vous a placé cette fois-ci la courbe uniquement des taux d'occupation uniquement des 15 villes les plus importantes en termes d'activité événementielle d'affaires. Donc ça va être, là vous avez des congrès, séminaires, etc. Donc vous avez Vienne, Barcelone, Munich, différentes villes, les 15 premières. Et vous voyez donc ici le spread d'activité, donc le déficit d'activité qui était encore de 70 points en deçà de la normale fin mai, qui est d'habitude une période haute. Il a été divisé par 2. Dans ces villes-là spécifiquement, il est descendu à 35 sur la semaine dernière. Donc ça, c'est quand même un indicateur positif. L'autre bonne nouvelle, c'est qu'on a refranchi le seuil des 50% de taux d'occupation, qui permet d'opérer quand même dans des conditions un petit peu plus saines. Donc ça, c'est sur ce qu'on a constaté. Maintenant, si on regarde le futur, ici, vous avez les on the book, c'est-à-dire les prises de réservation à date d'hier, qui représentent l'état des taux d'occupation à date sur les différents jours de demain jusqu'à la fin d'année, dans 4 villes qu'on a représentées pour illustrer un petit peu ces dynamiques. Bruxelles,
Munich, Paris et Lyon, donc 4 grands pôles d'affaires. Le premier point, c'est que, je ne sais pas si on a des Lyonnais aujourd'hui parmi nous, mais certains d'entre vous, oui, bien sûr, Loïc, je vois sourire. Donc oui, on voit bien sûr l'impact du CIRA, de Polytech à venir, aussi de Prod'Empac et Solutrans qui sont planifiés. Donc on retrouve un petit semblant d'activité sur ce grand événementiel MICE qui est celui qui nous a le plus manqué ces derniers mois. On retrouve les mêmes choses avec Expo Real à Munich. Et à Bruxelles avec un événement autour de la pharmacie un petit peu plus tard dans l'année. Donc ça, c'est sur l'événementiel business. On retrouve aussi des tendances, on voit un petit peu des signes, des faisceaux faibles en termes d'événementiel loisirs, avec par exemple les championnats du monde de judo à Paris, avec à Munich des prises de réservation à date qui ont déjà pas trop mal commencé sur les marchés de Noël, sur le Nouvel An. Donc une demande loisir, y compris événementielle, qui est présente. Et puis des éléments communs, typiquement Halloween. Donc si on regarde, ce qui est intéressant de noter aussi, et qui est un vrai changement de comportement dans les tendances de réservation, on voit des pick-up, c'est-à-dire des prises de réservation d'une semaine sur l'autre, particulièrement importantes ces dernières semaines. Si on regarde entre le 15 et le 22 septembre, en moyenne, sur tout un mois, on a pris, sur tous les jours, jusqu'à la fin d'année même, pardon, on a pris quasiment 7-8 points de TO sur Munich, Paris, Lyon. Donc on a vraiment eu des prises de réservation très soutenues. Encore un petit peu plus en retrait à Bruxelles, 4,5. Mais bon, c'est quand même des dynamiques positives. Il y a des petites histoires un petit peu intéressantes à côté aussi, où on voit que Marseille-Aix, il y a de l'intérêt sur octobre. Et on voit aussi Strasbourg, qui a été l'une des villes les plus touchées après Paris par la crise Covid, de l'intérêt pour la saison de Noël également. Alors, c'est peut-être le point le plus important, donc je vais prendre un petit peu de temps pour vous expliquer. Donc, sur ces slides, on vous a représenté, en haut, vous avez les taux d'occupation, et en bas, vous avez la répartition en pourcentage du total des réservations. En fait, on a segmenté ça en fonction de quand les gens ont réservé. Et en fait, ce qui est très marquant, c'est que vous voyez, sur l'été, en fait, le nombre de prises de réservation à l'avance, c'est-à-dire plus d'un mois avant ces jours, a même été encore plus faible qu'en 2020. Et c'est une tendance qui s'est amplifiée ces derniers temps. À l'inverse, on a eu un rebond du last minute, bien sûr, dont tout le monde parle, donc moins d'une semaine ou souvent 2-3 jours avant ces jours. Mais le plus marquant, c'est vraiment la forte explosion des réservations sur le mois même du séjour. Donc c'est là que le gros s'est fait. Ce n'est pas quelque chose qu'on retrouve encore dans le côté MICE, dans les périodes plus business, parce qu'on l'a vu, il y avait des salons et ça a un peu repris, donc c'est encore un petit peu plus équilibré, il est trop tôt pour conclure. Mais ce qu'on voit déjà très nettement, et ça rejoint ce que vous a présenté Loïs, c'est que, en fait, avant Covid, on avait 42% des gens qui réservaient moins d'un mois à l'avance. Ça a augmenté de 50% après Covid, et aujourd'hui, on est à pratiquement les 2/3 des gens qui réservent moins d'un mois à l'avance. Ça, c'est sur l'hôtellerie ensemble française cet été. Pas quelque chose qu'on retrouve encore en business, mais c'est quand même un fait saillant. Donc la question, c'est est-ce que les habitudes ont changé durablement? Peut-être en partie. Est-ce qu'elles vont s'étendre, même certainement en partie, est-ce qu'elles vont s'étendre aux clientèles business? Probablement un peu. Donc ça, c'est sur l'activité, la fréquentation. Qu'est-ce qu'il en est des prix? Christophe vous l'a pas mal expliqué, on a des dynamiques haussières favorisant l'inflation, et puis on a un marché du travail qui est revenu à des niveaux assez solides. Donc la grande question, c'est quand est-ce qu'on va changer de régime de prix? Lorsqu'on est en situation de crise, vous avez ce profil de courbe où les prix moyens du haut de gamme et luxe sont ceux qui vont le plus baisser. En plus, c'est logique ces derniers temps compte tenu de l'importance des clientèles internationales. Et à l'inverse, le budget qui va être un petit peu plus résilient, clientèle domestique, prix plus serré déjà. Donc on est sur ce profil, on va dire, inversé. En phase expansionniste, ce sont généralement les hôtels de gamme supérieure qui tirent à la hausse les prix moyens et entraînent dans leur sillage les autres gammes. Donc là, la vraie question, c'est quand est-ce qu'on va avoir ce point d'inflexion sur les prix? Alors évidemment, ça va dépendre d'une multitude de facteurs. Il est difficile de dire précisément quand ça va se réaliser. On pense néanmoins que, compte tenu de ce qu'on a pu observer cette année en 2021, et notamment cet été, on penche plutôt pour les beaux jours en 2022,
notamment parce qu'on l'a constaté réellement dès cet été 2021 avec des prix qui ont retrouvé des dynamiques haussières si on regarde à l'échelle globale du pays. Donc ça, c'est sur le point d'inflexion. Donc qu'est-ce que ça signifie en termes de prévision? Alors, comme l'a dit Christophe, c'est extrêmement complexe d'annoncer des chiffres aujourd'hui. Nous, on travaille plutôt sur des scénarios hauts, bas malheureusement étant des situations proches de ce qu'on a connu sur juin-septembre, donc avec des situations, des baisses encore importantes, des étiages où là, actuellement, sur septembre, on devrait faire un landing vers les moins 32, moins 33 sur la France, par exemple, certainement. Mais si on est, à l'inverse, si on regarde l'économie, on pourrait être positif et se dire on est sur des cycles où normalement le PIB, les taux de croissance, l'inflation font qu'on pourrait avoir des niveaux très solides. Néanmoins, il faut bien... Vogelisme a voulu que je me positionne avec la volée boule de cristal, mais c'est vrai que c'est notre scénario médian et celui sur lequel on travaille, avec donc cette inflexion en cours d'année 2022 et qui fait que sur la France en 2022, on anticipe un repli par rapport à 2019 de, entre guillemets, seulement 8% du RevPAR. Il va y avoir plusieurs séquences. Au premier semestre, on sera encore sur du moins 14. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes dynamiques en début d'année, sur l'été et sur la fin. Évidemment, ça va être extrêmement différent selon les marchés européens. On sera encore sur de la baisse à 2 chiffres en Europe et plutôt sur du moins 14, moins 15 par rapport à 2019 à Paris intramuros. Donc où est-ce que ça nous positionne ? Finalement, c'est comme si on revenait en 2014. Donc on est à des niveaux d'activité, on anticipe des niveaux d'activité qui seront dans ces étiages-là en 2022. On parlera un petit peu plus en détail de comment on va pouvoir délivrer de la croissance d'un point de vue opérationnel et surtout stratégique cet après-midi. Merci à tous en tous les cas. Maintenant, ce que je vous propose, parce que comme on l'a vu, les scénarios, ils sont dépendants tout un certain nombre de risques. On a parlé du sanitaire beaucoup. Et on va en parler d'un autre là maintenant avec le cyberdigital.